Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, ça va bien? Ça va très bien. C'est la fin de l'été. On se prépare avec un automne chargé. Et c'est le fun. C'est ça. Dans la vie, il faut avoir des projets, il faut avoir plein de... Absolument, ouais. Et moi aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir on reçoit Michel Perfetti comme invité. Bonjour Michel. Bonjour. Hey, salut. Salut Guy. Et Michel, c'est peut-être pas ta première fois que tu fais le podcast avec nous, parce que si on remonte, le premier podcast qu'on a enregistré avec toi, c'est probablement avant même 2010. Là, on est dans les années... bon? Je crois qu'on était à Seattle pour une conférence à l'époque, les MVP, on se retrouvait à Seattle et c'est là la à première l'époque, fois qu'on on pouvait voyager, je crois. Effectivement, on était tous enthousiastes. Je me souviens, tu nous avais tous invités un matin pour qu'on aille déjeuner, en tout cas sur le bord de l'océan. Et par la suite... Première participation 2008, concevoir un provider Link pour Team Foundation Server. C'était du code en plus. Ouais. Je me souviens, j'étais monté dans un tube en métal avec des ailes. J'avais traversé l'Atlantique. Ouais. Et dans ce temps-là, même l'Amérique du Nord. Les gens étaient à presque moins d'un mètre de toi, hein, des gens qui étaient assis à côté de toi et puis ils te soufflaient dans le visage. Sans masque. Ça ne nous rajeunit pas tout ça? Non, tout à fait. Mais aujourd'hui, est-ce que tu voulais discuter avec nous? Je vous donne le contexte, puis après ça, on fera ta bio, Michel. Mais le contexte, c'est que on a échangé ces derniers jours. Tu nous disais, hey, je ferais bien un podcast avec vous. Puis tu nous parlais un peu que ce qui t'intéresserait, ce serait de discuter un peu de la réalité moderne. Quand on est dans le monde Microsoft, qu'on fait du .NET, le développement en 2021 ressemble pas du tout à ce qu'on pouvait faire en 2010 ou encore moins à ce qu'on pouvait faire au début du siècle, en 2000. Et là, on a sorti différents points qu'on va discuter. Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait comme deux vecteurs qui ont changé beaucoup les choses. Une petite évolution technologique de rien du tout qui s'appelle le cloud, qui a changé beaucoup. On va expliquer tout ce que ça a changé. Et une façon de développer du logiciel totalement différente de ce que nous, on a connu initialement, c'est-à-dire l'open source, donc développé dans le monde ouvert. C'est les deux vecteurs qui ont changé la donne, puis c'est ce qu'on va discuter ensemble, Michel. Écoute, pour nos auditeurs, il y en a peut-être qui connaissent assez bien, mais essentiellement, tu diriges une équipe d'informaticiens dans une boîte de conseil à Paris, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Je suis directeur technique à Selenza, c'est un cabinet de conseil. Moi, je m'occupe de la partie, tout ce on appelle ça chez nous, software engineering, donc tout ce qui est pratique de dev, et autour du DevOps, et on accompagne nos clients sur ces problématiques-là, en tout cas, dans ma stack. Et moi, actuellement, les types de missions que je fais, ça fait à peu près 1 an et demi. Je suis plutôt sur de la mise en place de plateformes Azure. Là, je mets ce qu'on appelle des Digital Factory. C'est plutôt le truc à la mode en ce moment sur la place de Paris. C'est plutôt challengeant. C'est pas que du cloud, c'est aussi de la formation, c'est aussi de la gouvernance. Donc c'est un peu à la croisée de toutes les compétences qu'on peut retrouver autour du cloud. C'est assez intéressant comme sujet. Oui, mais le monde a extrêmement changé. Tu sais, quand tu as fait le premier podcast avec nous, quand on avait parlé de LinkQ avec TFS et tout, à l'époque, on était, en tout cas en entreprise, essentiellement, tu sais, ce qu'on considérait un serveur, c'était souvent un serveur de base de données. C'est-à-dire qu'on hébergeait nous-mêmes nos propres machines. En tout cas, le cloud commençait à apparaître, mais c'était pas tout à fait encore, en tout cas, c'était pas du tout adopté. Donc, la façon qu'on architecturait était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, rappelons-nous qu'est-ce que ça avait l'air en 2008, une architecture classique.
Alors moi, je connaissais 3 types de serveurs, hein, le serveur de JS, le serveur de base de données et le serveur de fichiers. Tout à fait. C'est à peu près en gros ce qu'on avait quand on était sur les technologies Microsoft. Je vois pas quel autre type de serveur on avait. Enfin, qu'on manipulait, parce qu'après, il y avait les serveurs AD, mais voilà, en gros, je pense que c'est tout ce qu'on voyait en tant que développeur à l'époque. On avait ces 3 serveurs-là, puis du côté client, ben on développait pour les postes Windows. C'était la seule technologie, c'était Windows. Ou on développait pour IIS si on faisait du web, mais encore là, c'était très propriétaire. Et souvent, moi en tout cas, j'ai connu, on faisait l'écran spécifiquement pour un certain nombre de pixels, entre autres le bon vieux 1024 par 768 pixels qui était la norme à l'époque d'un écran standard. Aujourd'hui, bon, les écrans, il y en a de toutes les grandeurs, mais on pouvait quasiment coder en dur notre layout. D'ailleurs, c'est les produits comme Visual Basic, c'est ce qu'ils faisaient, là. C'était pixel par pixel qu'on plaçait nos choses. Oui, puis si on faisait du web, on avait peut-être un peu de jQuery qui était à la mode à l'époque là, mais voilà, c'était très léger. Tout à fait. Et on était très cloisonné, on était un écosystème qui était un peu isolé du reste des écosystèmes open source. Ah oui, clairement. Et puis des fois, j'entends des gens qui m'ont dit « Ah, dans ce temps-là, c'était bien plus simple. » Non, tu sais, il y a beaucoup moins de complexité parce qu'aujourd'hui, être un développeur, faut maîtriser beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est qu'il fallait quand même maîtriser beaucoup de choses, ou en tout cas, il fallait faire du code très bon niveau. De bon niveau. Il fallait faire... en tout cas, moi, je pense que les applications étaient généralement plus simples. Par contre, le job du développeur faisait en sorte qu'on passait beaucoup de temps sur du code qui avait pas de valeur business, là, donc du code d'infrastructure, connexion, base de données, tout ça, là. Il y avait beaucoup de code là qui avait pas de valeur en tant que tel. Là. Ouais, tout ce qui était, c'était très verbeux. Je sais pas si vous vous souvenez les web services extensions quand il fallait mettre de l'authentification, c'était très très verbeux dans le code. Et ça fonctionnait bien si tu avais, par exemple, peut-être à l'époque, là, une application d'entreprise, quand elle avait 1000 personnes qui se connectaient en simultané, c'était une grosse application. Là. C'était comme, oh, on va avoir de la charge. Parce que souvent, les applications, il y avait 50, 100, 200, en tout cas en entreprise, là, des utilisateurs. Puis, c'était ça, faire des applications en entreprise. Là, tandis qu'aujourd'hui, ben, on utilise les mêmes technos que Facebook, qui va avoir des milliards de personnes qui sont connectées à leur service. Donc, tout a changé beaucoup. Et à l'époque, si tu te souviens, on nous demandait à l'avance la taille des serveurs. Ben oui. C'est-à-dire que avant même d'avoir commencé le projet, déjà, il fallait commander la machine. Et il fallait estimer la puissance de la machine quand elle sera en production. Donc, on avait une machine qui coûtait des fois une fortune, des mois avant même qu'elle soit utilisée, tout en espérant qu'on allait l'utiliser à son maximum. Donc, on gâchait énormément d'argent et de ressources. Ouais, puis il fallait faire ses achats des mois à l'avance. Plus l'entreprise était grande, plus les délais de commander ces machines-là, de faire les autorisations, tout ça, là, ça prenait des mois à recevoir ces machines-là. Et des fois, on n'avait même pas le choix des composants parce qu'on était limité par les capacités de maintenance des équipes. Je me souviens, des fois, on était quand même à l'époque 2008, on avait des fois des SQL Server 2005, alors que les 2008 étaient sortis, 2008 R2 aussi, parce que les administrateurs ne savaient pas gérer autre chose. Donc, certaines versions de .NET Framework aussi, on était limités parce que il fallait mettre à jour les machines et ils étaient hors de question parce qu'on partageait des ressources avec d'autres applis. Et donc, c'était no-go pour changer. Donc, en plus, on n'avait pas le choix à l'époque, toujours des technologies qu'on pouvait utiliser. Ouais, parce que les gens d'infrastructure qui supervisaient le parc informatique, eux, il fallait qu'ils mettent à jour, ils installent les patchs et tout ça. Il fallait qu'ils s'assurent que tout ça fonctionne encore s'il y a un update. Et ils n'étaient pas friands à l'idée de mettre à jour quelque chose qui fonctionnait bien, là. On avait cette problématique-là, c'est que les gens d'infrastructure voulaient pas que leur infrastructure change. Et les gens de développement, eux, leur job, c'est de créer des nouvelles applications et ça changeait l'infrastructure. Donc, malheureusement, il y a encore une certaine réalité qui est présente. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on est sur le cloud, parce que
J'écoute ce que tu dis, Michel, et je retournerais vraiment pas à cette époque-là. Ah non, moi non plus. Écoute. Mais on se rendait pas compte. Non, mais c'est parce que c'était ça l'état de l'art, tu sais. Oui, puis on mentionnait tout à l'heure là les équipes là, les développeurs, puis les équipes de support, puis à cette époque-là, hein, c'était des camps, chacun était retranché dans son camp. Hein. Ah oui, c'était même pas le mur de la confusion, c'était des tranchées. Ah oui, des tranchées là, puis je me souviens là quand il y avait des réunions, des meetings où on avait des gens des différentes équipes, il y avait clairement d'un côté de la table les gens en infrastructure, puis de l'autre côté de la table les gens en développement, puis c'était chien et chat là. mais après, est-ce que ça a encore changé? Je ne sais pas. On le retrouve encore souvent. On retrouve mais c'est vrai encore, qu'à l'époque, ça évolue, ça évolue. Ouais. Il fallait. J'ai même connu des équipes où c'était les ops qui compilaient la version de production parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les devs. Ah ben oui, moi aussi j'ai connu ça là. C'était oui. Je retournerai pas là. On n'était pas encore on n'avait pas encore déployé beaucoup dans l'écosystème Microsoft. Je trouve qu'on était très en retard par rapport à l'écosystème open source de l'époque où il y avait déjà du cruise control et des choses comme ça. Nous, on était vraiment très en retard, je trouve, pour tout ce qui est intégration continue à l'époque. Ouais. Clairement, combien de fois j'arrivais dans des équipes où est-ce que là, on donnait le mandat de mettre en place du DevOps et en dessous de la couverte, les équipes avaient mis en place du cruise control et là, nous, il fallait reprendre ce qui était en cruise control, l'amener par exemple sur Microsoft Team Foundation Server avec certains scepticismes de ces gens-là, tu sais, ça fera-tu faire la même job? Puis là, on leur montrait que ça faisait aussi bien, sinon mieux. La première grande innovation qui est arrivée là, fin des années 2010, c'est le cloud. C'est-à-dire le fait qu'on a commencé à se rendre compte que ça coûtait beaucoup moins cher de rouler nos serveurs sur une infrastructure infonuagique plutôt que de déployer à l'interne. C'est le premier grand changement qui est apparu. Alors, en France, je suis pas sûr, pour moi, le premier gros changement, le cloud, je l'ai vu arriver plutôt vers la deuxième moitié des années 2010. OK. Mais en France, je pense que c'est l'arrivée de l'open source dans l'écosystème .NET qui a changé la donne. En Amérique aussi, Git est apparu bien avant, en tout cas a été adopté plus rapidement dans l'entreprise. Ouais, NuGet, ah ouais, effectivement. Tu prends les frameworks MVC, l'arrivée des API. Je pense que c'est ça on a commencé à s'ouvrir. Ruby on Rails a montré une façon de faire du ASP.NET. ASP.NET MVC a été fortement influencé par Ruby on Rails. C'est des projets open source. On le voyait à l'interne chez Microsoft, on voyait cette dualité-là. Il y avait comme des groupes très pro open source et tu avais un cœur solide qui était beaucoup dirigé par Ballmer, qui était l'ancien Microsoft, si on peut dire. Et les choses ont changé à partir de 2010 et ce qui a culminé avec, c'est quoi, c'est en 2013, 2014 que le nouveau CEO a pris la gouverne de Microsoft. Et là, clairement, l'adoption de l'open source, l'adoption du cloud est devenue réalité. Hein. Mais c'est arrivé petit à petit, mais ça a explosé en France vraiment il y a 2 ans, 2-3 ans. Mm-hmm. Vraiment, 2017 c'était encore balbutiant, et 2018 et maintenant quasiment, je le vois maintenant, toutes nos missions qu'on a chez nous, elles sont sur le cloud. Hein. Moi, je me souviens qu'un gros jalon pour moi, c'était le jour où est-ce que l'équipe Azure a annoncé que Linux était un citoyen de première classe. Là, on remonte quoi? 2012? 2011, 2012? Parce que pour moi, c'était comme un... tu sais, là, ça m'a dit, ouais, Mario, t'auras pas le choix, là. Il va falloir que tu maîtrises Linux. Donc, la réalité d'être multi-OS du côté back-end, elle est apparue là, clairement. Peut-être pas adoptée le jour 1, mais aujourd'hui... en tout cas, je déploie tout sur Linux en premier. Hein. On développe sur Windows, mais on déploie sur Linux. Oui. Alors, je trouve que quand on fait du cloud maintenant, enfin surtout Azure, je connais pas les autres, Linux est incontournable. Enfin, que ce soit parce que je fais beaucoup de script bash maintenant. Mm-hmm. Tous les outils fonctionnent un petit peu mieux sur Linux que sous Windows, je trouve.
Et l'environnement de travail cloud, je trouve qu'il est plus adapté à Linux que à Windows. Ce qui veut dire qu'on a appris de s'assurer de respecter la capitalisation des noms dans nos répertoires Windows, même si Windows, lui, fait pas de différence. Le jour où ça va arriver dans Linux, il va y avoir une différence. Donc, on apprend à dire, oups, un C majuscule, je suis venu mettre un C majuscule, même si c'est parce que je vais souffrir tantôt. Je fais un petit aparté, mais c'est quand même une réalité qu'on a tous vécue. Outre le fait que Linux est omniprésent, c'est aussi Docker, les conteneurs qui a pris de l'ampleur, là. Alors, les conteneurs, je pense que ça a commencé à prendre dès que c'est plus récent côté développement, quand .NET Core est arrivé. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, puis, même juste du côté du .NET, on n'utilise même plus la version, parce qu'il y avait une version de .NET qui roulait juste sur Windows. Et la version classique, là, jusqu'à 4.7, là. 4.8.2, je crois, on 4, en 8, est. Ouais, 4.8, ouais, t'as raison. La .NET Framework. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas touché à une version de .NET classique depuis 4 ans, 5 ans peut-être. Je fais tout dans .NET Core. Même sur mon poste, j'ai pas le vrai Visual Studio d'installer. J'ai juste Visual Studio Code. J'ai remonté une nouvelle machine dans la dernière année et j'ai pas encore installé le vrai Visual Studio. Je l'utilise plus. Parce qu'avec .NET Core, t'as pas forcément besoin d'aller dans... en tout cas, moi, j'aime tellement mieux comment Visual Studio Code gère Git. Là, c'est une question de préférence. Mais notre écosystème a changé beaucoup à cause de .NET Core, là. Autant du côté développement que... Surtout du côté back-end, parce que c'est surtout du côté back-end qu'on fait du code de .NET. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous faites encore, vous, est-ce que vous avez écrit encore du front-end qui était écrit en WPF ou des choses comme ça? Alors non, on en a quasiment plus. Alors quand on envoie, des fois, c'est parce qu'on doit les migrer. Mm-hmm. Parce que nos clients ont des vieilles applications en Windows Forms ou WPF. Franchement, très peu WPF. Je suis déçu parce que j'adorais cette technologie. Mais beaucoup Windows Forms. Des applications qui ont vécu et qu'on a essayé de pousser le plus tard possible dans le... mais que maintenant, il faut qu'on les passe dans quelque chose de moderne. Les gens s'attendent à travailler être capables de travailler dans les navigateurs. En plus, avec la pandémie, les postes de travail, ils sont dématérialisés. On doit pouvoir bosser sur n'importe quel PC, que ce soit du VDI ou un portable. Alors, si à chaque fois on doit aller installer les applications sur les postes, on s'en sort plus. Donc maintenant, on modernise beaucoup ce genre d'appli. Ça arrive de plus en plus. Plutôt dans les boîtes petites et intermédiaires, parce que les grosses boîtes, elles ont l'argent pour faire 4 fois la même appli en 10 ans. Les petites un peu moins. Mais même si elles ont l'argent, et vous avez quand même à choisir, à faire le choix vers quelle technologie vous allez aller. Parce que quand tu pars, par exemple, une application Windows Form, là, il y a clairement des grosses raisons pour aller vers le web. Ouais. Mais là, quand on va vers le web, est-ce qu'on fait juste ASP.NET MVC ou on va vraiment vers un single page application? Alors, donc, je te dirais, moi, ma stratégie, elle dépend. Elle dépend de deux choses. Elle dépend, je te dirais, de l'équipe qui va reprendre. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que dans des très grosses boîtes, ils ont des équipes qui savent faire du front. Donc, on n'a pas peur de reprendre l'application et de mettre du front en JavaScript, parce qu'ils ont la capacité d'avoir des développeurs front qui vont faire le développement. Et je trouve le gros avantage qu'on a maintenant avec les nouvelles versions de .NET 5, c'est qu'on a cette capacité avec .NET Standard de les récupérer du code et le framework, .NET Framework, de pouvoir le retransposer en .NET Standard et le réutiliser dans nos applis. Donc, on peut essayer de grappiller un petit peu du code métier sans trop avoir à écrire. Et donc ça, je te disais, c'est pour les grosses boîtes. Je pense que les petites boîtes qui ont une petite équipe .NET parce qu'elles n'ont pas la capacité et le besoin d'avoir une équipe front et une équipe back, je regarderais bien du côté de Blazor parce que je trouve que c'est une bonne technologie pour faire comme du JS, c'est-à-dire du code dans du navigateur, mais tout en restant dans l'écosystème C#. Et donc je trouve que Blazor, je pense, a de l'avenir sur ce genre d'application. Et pour voir des amis
l'écosystème Microsoft français qui font des applis dessus, ça a l'air de tourner plutôt bien et ça tient pas mal bien ses promesses. Donc voilà, mon cœur balance en fonction vraiment de Ouais, en type fonction d'appli. c'est bien ce que tu mentionnes, c'est que nonobstant la technologie, faut regarder le capital humain au sein d'entreprise. C'est quoi les capacités de l'équipe à apprendre de nouvelles technologies, puis de les maîtriser, puis ensuite de livrer. Est-ce qu'on prend 6 mois où tout le monde se forme, ou on capitalise un peu là sur ce que les gens savent faire, puis dans le cas d'une équipe qui a pas beaucoup de connaissances au niveau front-end, le choix de Blazor est super intéressant, là. Encore plus s'ils avaient fait du MVC avant, parce que ils vont retrouver des choses qu'ils vont connaître. Et voilà, je pense que c'est vraiment un bon concurrent au front de JavaScript. Il faut pas le négliger. Puis je dirais pour les équipes, si t'as des équipes qu'eux autres ont fait beaucoup plus de WPF, en tout cas du Windows 10, ben là, le projet open source Uno est un chemin intéressant pour ces équipes-là. Je le recommanderais pas pour une équipe qui part de zéro, parce que c'est comme dire, vous allez apprendre à faire du WPF, qui est peut-être pas en tout cas personnellement, je pense pas que c'est la meilleure place qu'il faut investir dans le futur, mais si c'est ça que tu connais, ben là, Uno est parfait pour toi. Je sais qu'il y a des auditeurs qui vont dire attends, là, c'est très bien le WPF, tu l'as dit, Michel, c'est une techno on a tous reconnu que c'était fabuleux comme techno, mais faut maintenant aussi se rendre compte qu'il n'y a pas une grande adoption. Ça reste quand même pour des applications de niche maintenant, parce je pense que maintenant la plupart des applications, elles sont majoritairement dans un navigateur ou maintenant en WPA, je crois que c'est ça qu'on s'appelle. Les applications qu'on peut attacher dans la barre des tâches. Ouais, les PWA. PWA, pardon. Progressive Web App. Je sais pas comment on dit en français, des applications web progressives. Ouais, c'est ça, oui. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais des fois, je suis bluffé de voir les applications Office dans le navigateur qui fonctionnent dans les fonctionnalités de base aussi bien qu'en local, surtout quand on ouvre un Excel, enfin sur un téléphone mobile où on peut modifier les cellules. Je suis assez impressionné quand je vois mes capacités en JavaScript de voir ce que certains sont capables de faire. Ah non, écoute, nous, notre application To Do Studio est un PWA, puis elle roule sur iOS, sur Android, elle roule partout, là. Et c'est fabuleux, t'as pas besoin de commencer à faire 28 versions d'application. C'est sûr que là, faut quand même tu réagisses à la grosseur de l'écran, t'as besoin de faire du code qui va être quand même intelligent de ce côté-là, mais... Donc, si je fais un peu un petit retour en arrière, là, on a parlé de l'avènement de l'open source, l'avènement du cloud, l'utilisation de Linux, de .NET Core, des conteneurs. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi, peut-être au niveau de l'architecture applicative qui a changé avec l'avènement des conteneurs? Ben, les data, SQL Server n'est plus le seul endroit où on stocke nos données. Je sais pas ce que t'as dit, Michel, mais... Ah oui, tout à fait. On a été, je pense, traumatisé dans notre écosystème avec quand on parle base de données. Je suis sûr que dans la tête de tous les développeurs .NET, quand tu dis base de données, ils voient le mot SQL dans leur tête. Ouais, oui, ouais. Puis associe tout de suite le mot Entity Framework, c'est-à-dire... Ouais, et puis il va associer Entity Framework derrière. Et voilà, on nous a habitués depuis des années, surtout notre génération, qu'on ait des applications entières avec une base relationnelle, bien normalisé. Bien normalisé, ouais. Oui. Et puis il y a des applis et on se rend compte maintenant que en fait ça fonctionne pas bien pour plein de cas d'utilisation. Il y a une bonne année, j'étais chez un client où j'avais une boutique en ligne, pas très grosse, mais rien que la homepage, c'était une centaine de requêtes SQL pour charger la page. Ouais. Et forcément, ça marchait pas bien. Hein. Parce que le SQL est optimisé pour écrire, mais surtout pas optimisé pour lire. Exactement. Et c'est là que je disais tout à l'heure que nous, notre écosystème Microsoft, on était très isolés parce que quand on regarde l'écosystème open source, même dans les années 2000, il y avait déjà des bases documentaires qu'on a découvert nous plutôt dans les années 2010, qu'ils utilisaient depuis longtemps. Je sais pas quand date Mongo, mais c'était pas la première.
même tout ce qui est que de messages, nous on était que sur MSMQ, on avait un énorme retard dans le pattern d'architecture, je trouve. Est-ce qu'on était bloqué dans ce modèle NTR et qu'on pouvait pas sortir parce que les technologies nous en empêchaient, et quand on voulait sortir, le problème c'est que nos admins ils étaient tellement Windows qu'on pouvait pas installer autre chose. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'installer du RabbitMQ sur un Windows ou une autre base de données qu'SQL Server, les admins ils voulaient pas. Donc, voilà. Puis souvent la raison c'était on sera pas supporté, donc on prend quelque chose qui provient de chez Microsoft, puis si on fait un appel de support, on va être supporté. Mais aujourd'hui, avec des services comme Cosmos DB, il n'y a plus de raison de pas utiliser des bases de données documentaires quand c'est approprié. Là. Exactement, il faut prendre le bon modèle pour le bon usage. Les deux modèles sont très bons, mais chacun est adapté à un usage particulier. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans notre métier maintenant, dans les années 2020, qu'on n'avait pas dans les années 2000-2010. C'est cette capacité à challenger les composants qu'on a le droit d'utiliser, parce que le cloud nous permet de créer un peu tout ce qu'on veut, pour pouvoir utiliser ceux qui correspondent le mieux. Et généralement, ceux qui correspondent le mieux sont aussi les moins chers. Parce que quand on utilise un bon outil, il nous coûte moins cher que de mal utiliser un outil pas adapté. Puis, ce qui est intéressant, surtout en entreprise, c'est que souvent, le rôle de programmeur, c'est aussi un rôle où est-ce qu'on doit avoir une connaissance pointue du métier. Parce que si on est, par exemple, dans une organisation, en tout cas, même dans les grandes organisations, on fait des applications pour être utilisées si on est dans le domaine financier, pour, par exemple, gérer, je sais pas moi, des placements financiers ou une application pour les ressources humaines. Donc, fallait pas juste maîtriser la technologie, faut aussi maîtriser le domaine d'affaires. Et ça a amené les informaticiens à se préoccuper de plus en plus de toutes les enjeux de sécurité, les enjeux de légal et tout. En tout cas, quand on échangeait, tu nous as dit, il disait quoi, mais la réalité, c'est qu'on se retrouvait à faire du légal, en tout cas à comprendre le légal, ou à pas vouloir comprendre le légal dans certains cas parce qu'on se dit, waouh, c'est compliqué. Oui, mais maintenant, on n'a plus le choix, hein, parce que depuis que, comme on disait tout à l'heure, depuis qu'on est obligé de mettre depuis que nos applications sont principalement sur le cloud, et qu'on est sorti des murs de l'entreprise. Avant, on avait des personnes qui faisaient en sorte que les données étaient bien protégées. C'était les ops, les vigiles en bas de l'immeuble. Maintenant qu'on est dans le cloud, on est en dehors. Le caractère légal est encore plus important. On peut pas mettre les données où on veut. Des notions de data residency qui sont importantes. Vous avez passé vos AZ900, j'imagine. Peut-être même vous formez les gens dessus. C'est peut-être vous savez que c'est les premiers sujets qu'on aborde. Okay. Et ces sujets-là, ça permet vraiment de rentrer dans le sujet du client, et je trouve ça vraiment c'est un aspect très intéressant qu'on n'avait pas avant. Et si on compare à ce qu'on avait avant, on n'avait pas le choix de l'architecture, on n'avait pas le choix de l'endroit où on mettait les données. Là maintenant, les développeurs, ils ont le choix. Et notre rôle maintenant, je pense, c'est de savoir quel bon choix il faut faire. Donc, il faut être bien accompagné. Ça veut pas dire que tous les développeurs doivent faire les choix, mais je trouve que maintenant nos équipes de développement, elles sont vraiment pluridisciplinaires ce qu'on n'avait pas forcément avant. Juste pour le bénéfice des auditeurs, quand tu as parlé de AZ900, tu faisais référence aux certifications Azure, c'est une certification, oui. La fondamentale, où est-ce même si, en tout cas, si vous intéressez pas à avoir des certifications, vous devrez quand même aller juste suivre la petite formation pour se préparer, parce que ça va vous donner des bases de compréhension de beaucoup de réalités du cloud, que trop souvent, il y a des points qui nous échappent, là. Et, donc, oui. Surtout, vous, en Europe, c'est encore plus virulent que nous, parce que vous avez eu le fameux GDPR, là, le General Data Protection Regulation. Je ne sais pas comment on le dit en français. C'est RGPD. Qui voudrait dire j'en ai aucune idée. C'est la régulation. Ça doit être la régulation. Ça ne se dit pas, c'est pas un nom français, ça, régulation. Ouais. Mais G, c'est pour général. PD, c'est sûr que c'est protection des données. Les données personnelles, je pense. Ouais, puis là, le R, on ne sait pas trop. C'est le règlement général sur la protection des données. Règlement, vois-tu? Merci. Merci Google.
Donc, être conscient d'où est-ce que nos données vont résider, être conscient, Hey, ça, c'était pas des choses qu'on se posait des questions, là, il y a 10 ans, là. C'est, OK, mes données sont dans quel centre de données? C'est quel type de données? On stockait ça dans notre base de données SQL, puis et voilà, bing bang, c'est fini, là. On n'avait pas le choix, puisque c'était la base, elle était là où on nous disait qu'elle était. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et depuis, on avait le serveur, et à l'époque, le serveur, il avait un nom en plus. Mm-hmm. Tu sais que moi, je me suis retrouvé à un moment donné dans une organisation où est-ce que les applications avaient été développées dans les années 60 sur des mainframes. Et à l'époque, tu sais, on avait besoin d'une clé unique, puis on sait pas, ils sont pas cassés la tête. On va prendre, pour l'utilisateur, on va prendre par exemple, son numéro d'assurance sociale. Et qu'aujourd'hui, on sait que c'est une grave erreur, c'est-à-dire... oui, parce qu'il est pas unique. il est pas unique. En tout cas, il y a plein de problèmes qui sont liés, mais en plus, c'est comme considéré comme une information personnelle. Donc, si tu veux complètement enlever, dépersonnaliser des données, t'as un problème quand c'est ta clé unique. Et donc, dans les années 2000, les choses ont changé. On se dit, on va prendre vraiment une clé qui va être unique. Sauf que souvent, on mettait beaucoup trop d'informations personnelles dans nos BD pour rien. Parce que là, il faut se poser la question, j'en ai-tu vraiment besoin? Parce que ça peut être touchy là, de laisser traîner ça dans les... Puis... dans les bases, ouais. Et je pense que ça a permis l'arrivée de composants qu'on n'avait pas à l'époque, de tout ce qui est dans la base de données qui s'appelle data masking, qui permet de cacher des colonnes en fonction des profils utilisateurs. Parce que des fois, on est obligé de mettre des données personnelles dans la base, mais on sait que tous les profils qui vont accéder à la base n'ont pas accès à ces données-là, donc on va masquer les colonnes à ces profils. Tout à fait. Donc on a ça dans SQL Azure, on a ça dans SQL Server. Ça permet vraiment déjà quand on n'a pas le choix d'avoir des données personnelles, c'est une vraie démarche data qu'on doit mettre en place dans l'application, et c'est un vrai boulot d'architecture à prendre en compte, parce que derrière, il y a de l'audit qui accède aux données. Oui, l'accès aux données, c'est plus simplement une chaîne de connexion, quoi. Faut vraiment faire très attention. Une des choses que je me souviens quand on passait quand je formais des équipes, qu'on les amenait à faire du cloud, c'était de les sensibiliser sur le fait que les données, ils sont plus tu sais, les deux serveurs, le serveur, par exemple, AIS et le serveur de données, dans le modèle initial, souvent on mettait un beau lien réseau à 1 gigabit entre les deux, donc tu avais de la bande passante. Et là, la réalité, si tes données sont... tu sais, il faut faire attention parce que si on se retrouve à avoir des processus sur le cloud qui roulent pas pantoute dans les mêmes domaines et tout, là, tu as des problèmes de latence, tu as un paquet de problèmes qui apparaissent qu'on n'avait pas à l'époque où est-ce qu'il faut se sensibiliser. Cette monde est bien plus compliqué, hein? On n'a pas le choix de mieux comprendre l'architecture. Ben, je pense seulement aux fameuses erreurs, ce qu'on appelle les transient erreurs, là, des erreurs tu fais un appel à la base de données, l'appel fail, là, donc échoue, mais tu réessayes 50 millisecondes plus tard, puis ça fonctionne. Donc ça, c'est la nature du cloud. Tu vas avoir ce type d'erreur-là. Mais avant, là, quand tu avais tes deux serveurs un à côté de l'autre dans le même centre dans la même pièce là en entreprise, tu n'avais pas ce type d'erreur-là. Donc, c'est les outils se évoluent, se bonifient, et c'est facile maintenant d'inclure ce qu'on appelle des retry policy dans notre code, mais on n'avait pas à faire ça auparavant. Mais c'est vrai qu'avant, tous les process étaient synchrones, parce que les langages permettaient pas de faire autrement. Donc on appelait un site web qui appelait un autre web service, etc., qui s'enchaînait jusqu'à la base de données. Il suffit qu'il y avait une erreur au milieu et toute la chaîne était tombée. Et des fois, il fallait faire de la remédiation pour corriger. C'était la fameuse époque, si vous vous souvenez, des transactions distribuées. Tout à fait. Et c'est vrai que maintenant, quand on développe, tout est asynchrone. Hein. Donc on met, comme tu dis, des retry policy. On a des composants .NET qui permettent de le faire. Si vous regardez, il y a un composant qui s'appelle Poly qui permet de faire des policies de retry ou de fallback et les cacher dans le code pour que ça soit pas trop visible et que le code reste orienté métier. Mais avant, tout était synchrone. Hein, c'était horrible. On se rendait pas compte qu'on faisait des erreurs partout.
Puis je te dirais même que si je remonte dans le passé, quand est apparu les fameux async en C#, on comprenait pas toute l'ampleur de comment ça serait important cette capacité-là dans le langage directement de pouvoir faire. Puis c'est une innovation tellement importante aujourd'hui, ça a été même transporté avec dans le monde JavaScript parce que JavaScript est le langage le plus utilisé sur la planète. Malheureusement. Ouais, ben il faut juste savoir quoi utiliser dans JavaScript. C'est comme quelqu'un qui dit ouais, j'aime son côté sucré, il faut toujours que je le prenne de ce côté-là, mais c'est un peu comme quand t'as un ado. Parent peut-être. Donc quand tu sais que t'as un ado, tu sais que si tu veux lui demander quelque chose, il faut que tu choisisses le bon moment pour lui demander parce que si le timing est pas bon, ça t'atteindra pas ton objectif. Donc c'est un peu ça. JavaScript, il faut décider qu'est-ce qu'on utilise de ce langage-là. Il y a des fonctionnalités qu'il faut laisser tomber complètement. Mais j'aimerais avoir votre avis parce que comment ça se passe au Québec. Est-ce que pour vous, un développeur .NET doit savoir faire du JavaScript? Oh, bonne question. Moi, je te dirais pas nécessairement. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait, mais le JavaScript est comme incontournable si tu veux toucher une page web à un certain moment donné. Je dirais que quand ils savent pas faire de JavaScript, ils sont obligés quasiment de rajouter maintenant back-end. C'est-à-dire que tu deviens étiqueté comme un développeur qui fait du back-end, mais pas capable de faire du front-end. C'est-à-dire que on le différencie de plus en plus maintenant. On va demander en web, ils vont parler de full stack, front-end, back-end. Je pense qu'un jour, les gens vont grosso modo, maintenant, quand je vois .NET de plus en plus, c'est on pense back-end. On pense pas pour que tu puisses faire du front-end avec ton... Et pourtant, on peut faire de tout en .NET. Et on s'échappe. Ouais, mais puisque de plus en plus dans les grosses organisations, il y a des développeurs on va utiliser des frameworks comme React ou des frameworks comme Vue.js pour la partie front, c'est implicite que ça va se passer en JavaScript, ce côté-là. C'est sûr que comme tu disais, dans les organisations qui sont plus petites, peut-être qu'on veut faire avec un seul langage, mais la réalité, c'est qu'on est multilangage, hein. Je veux juste retourner au niveau de architecture logicielle. On parlait tout à l'heure des conteneurs de Docker. L'avenue du pattern de microservices, ça aussi, ça a créé ou ça a apporté de gros changements à l'architecture puis au travail que le développeur doit faire. Ouais. Alors, je suis pas encore persuadé que le microservice, soit la façon de développer la plus mainstream qu'on peut avoir en France. Parce qu'il faut quand même des équipes de développement d'une certaine maturité pour pouvoir maintenir et opérer ce genre de plateforme. Et pour l'instant, des fois, c'est un peu une chimère. Comment dire c'est comme à l'époque quand on disait qu'il fallait tout sur un web service. Je sais pas si vous vous souvenez, il fallait tout passer par des services. Alors que c'était pas nécessaire. Et donc, si t'avais pas de service dans la DSI, c'est que le DSI était nul. Et donc voilà, je trouve que c'est encore trop un buzzword et on l'utilise un peu trop pour imaginer des architectures qui sont pas forcément performantes. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que il vaut mieux un gros monolithe découpable et bien testé que plein de microservices mal organisés. Ouais, surtout. Mais c'est vrai que c'est quand même séduisant de pouvoir dire je vais découpler. Ouais, mais il y a une prémisse qui est non négligeable. Si tu veux faire du microservice, souvent l'architecte va dire je vais aller en microservice. Mais il y a un prérequis qu'il doit penser, c'est est-ce que mon organisation a assez de savoir-faire en DevOps pour supporter une architecture microservice? Parce que microservice, si tu n'as pas un Kubernetes, ça va être difficile, hein? Oui. Et je préfère avoir une infrastructure microservice qui émerge via le développement. On se rend compte qu'il y a un besoin qu'on peut isoler et qu'on isole à ce moment-là, plutôt que de faire un premier découpage qui est complètement arbitraire et qui est pas adapté dans le futur. Mais oui, je pense que dès qu'on veut orchestrer des services entre eux, la notion d'orchestrateur et donc de Kubernetes, elle est centrale.
Et c'est pour ça que je pense que nous en France, je pense pas qu'on doit encore super mature sur Kubernetes, parce que je pense qu'on manque encore un peu de maturité sur cette partie microservices, orchestration et cette capacité à bien découper les applications. Je dis pas qu'on en a pas, hein. On a pas mal de clients qui en ont, mais c'est pas encore la majorité, et je trouve que le pass du cloud fait très bien le boulot dans la plupart des cas. Ouais, puis c'est un petit peu le même constat que je vois ici. Souvent, j'ai dans ma formation en entreprise, je forme les développeurs, les gens d'IT Pro, les DevOps sur Kubernetes, Docker, puis souvent ils ont déjà fait leur premier pas, puis ils s'aperçoivent que j'ai fait cette erreur-là, j'ai fait cette erreur-là, ou j'ai pas vu cette problématique-là. Donc, ça prend une certaine maturité, puis ça, bon, ça va être au fil des années là qu'on va l'atteindre. Là. Oui, moi je pense que d'ici 2-3 ans, ça sera quelque chose d'assez courant. Là, je vois les problématiques que je vois sur Kubernetes actuellement, c'est que les développeurs sont pas encore tous très acculturés aux conteneurs, qui comprennent pas trop les enjeux de la conteneurisation et qui se rendent pas compte que c'est pas parce qu'on a des conteneurs qu'on n'a pas des ressources à l'extérieur. Et donc on se retrouve en fait finalement avec une sorte d'hybridation, j'ai des choses dedans et puis j'ai des choses dehors. Donc ça demande une complexité supplémentaire, et même je pense que ça va évoluer petit à petit là-dessus. Et puis je me rappelle, Guy, on avait vu une discussion sur Twitter, c'était quoi un Kubernetes Vanilla? Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Vanille. Et en gros, on se rend compte que Kubernetes, quel que soit le cloud provider ou même sur install, on va toujours rajouter des trucs dessus. Et puis ça va dépendre du client, ça va dépendre des ops. Il n'y a pas deux Kubernetes qui se ressemblent. Ouais, Kubernetes, c'est comme la fondation, puis ensuite, faut que tu bâtisses les murs, les étages, les fenêtres et tout ça. Donc, effectivement, c'est beaucoup d'apprentissage. Par contre, là où je vois que les conteneurs vont avoir un gros avantage, c'est la virtualisation, à mon avis, du poste de développement. Et moi, je le vois maintenant depuis une bonne année et demie, avec Linux comme poste de développement pour le cloud. En fait, j'ai toujours un poste Windows, mais je suis dans WSL. Donc, j'ai un petit Ubuntu de travail. En fait, je fais tous mes développements, pas .NET, mais tous mes développements Azure dedans. Donc ça, c'est cool. Donc, du moment que t'as qu'un seul client et que tout le monde a les mêmes versions des outils. Et là, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que je virtualise mes développements par repo dans des conteneurs. Ce qui fait que quand je livre un repo avec des outils, je livre le conteneur avec les versions des logiciels qui sont utilisés pour faire tourner mon application. Et ce conteneur, je peux, si je l'extrais et que je le mets dans un repo, je peux même en servir pour builder mon app. Ce qui fait que j'ai des projets où j'ai le même conteneur dans mes runners sur ma CI/CD que sur mon poste de développement, avec exactement les mêmes versions. Et si j'ai un autre collègue qui veut réouvrir ce projet-là, il va juste construire le conteneur, il va pouvoir avoir exactement les mêmes outils. Et donc moi j'ai un poste de travail qui est unifié, et ça simplifie énormément la vie des développeurs d'infrastructure. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que on faisait ça à l'époque avec Team Foundation Server pour faire les builds, c'est qu'on créait une machine virtuelle, puis il y avait tout un script d'installation Exactement, qui était long, pénible, on s'arrachait les cheveux. Puis là, en fait, tu reproduis le même concept, mais au niveau des conteneurs. Donc, beaucoup plus rapide et beaucoup plus léger, j'imagine. Exactement, parce que maintenant, quand je veux builder une appli, j'ai juste à lui indiquer le conteneur qui va contenir les outils, ce qui fait que mon agent de build, comme ça je parle pas d'une techno particulière, que ce soit sur GitHub, Azure DevOps ou même GitLab, j'ai mon conteneur, dedans il y a mes versions des outils, et je lui dis que cette tâche-là, elle tourne dans ce conteneur-là. Mon agent de build, il a rien à part le runner Docker, en fait, finalement. Et ce qui fait que si je veux détruire et reconstruire mon agent de build, c'est hyper simple. Avant, je me souviens, Guy, il fallait rejouer la doc d'installation. Et puis quand on avait deux applications avec deux versions du framework différentes, il fallait faire 2 agents de build. Ben là, en fait, on peut mutualiser les agents de build, puisque chacun va avoir en fait son conteneur, et c'est l'équipe de dev qui va venir avec sa configuration de build, et pas l'équipe qui gère la software factory.
Mais c'était une promesse de Docker et des conteneurs de pouvoir dire, vous allez pouvoir finalement avoir le même environnement de développement dans votre CI/CD. Puis là, on voit que ça se fait aujourd'hui. Moi, tu sais, toutes ces évolutions-là, c'est sûr que avec le temps, il y a de plus en plus d'adoption, mais je suis pas sûr si il va y avoir tant d'adoption que ça, puis je vais juste faire ramener un sujet que moi je vois beaucoup, l'adoption de Git. C'est-à-dire que aujourd'hui, Git, tu peux pas passer à côté. Mais la réalité sur le terrain, c'est combien il y a vraiment de développeurs qui maîtrisent Git. Combien de fois j'arrive dans une organisation et les gens font pas de pull request? Puis là, tu te rends compte que c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe dans leur Git. 3 fois sur 4, les gens comprennent pas pourquoi ils ont des conflits. Et là, tu te dis, wow, OK, les programmeurs sont vraiment pas bien... pas qu'ils sont pas bien outillés, ils comprennent pas vraiment toute la mécanique en arrière de Git parce qu'il y a une certaine complexité. Puis j'ai l'impression que les architectures microservices, toutes ces approches-là, c'est un peu le même défi, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est tellement complexe à maîtriser que les gens y arrivent pas, là. Est-ce que êtes-vous d'accord ou vous dites non, c'est un petit peu la même chose qu'avec les conteneurs, là. Le niveau, la porte d'entrée là ou le point d'entrée est assez bas, donc c'est facile de faire ses premiers pas. Par contre, la maîtrise c'est beaucoup plus complexe. Oui, et si on y va parce qu'on n'a pas le choix et au lieu d'y aller que quand on en a vraiment besoin, bah c'est encore plus difficile. Mm-hmm. Mais je sais, moi, qu'il y a beaucoup d'organisations que j'ai migré à Git parce que le besoin, ils disaient, on va être capable de faire des revues de code. Puis là, j'expliquais, je dis, ben, la façon moderne de faire des revues de code, c'est des pull requests, c'est-à-dire que ça sert à ça. Puis d'avoir une conversation autour de notre code. Mais là, c'était aussi un changement culturel dans l'organisation. Souvent, c'était vraiment de bien former les développeurs à maîtriser Git, en tout cas, de maîtriser qu'est-ce que c'est un cycle de publication Et un des défis qu'on avait en entreprise, c'est que c'est pas juste du développement.net que, tu sais, j'avais des développeurs qui étaient avec des outils comme du vieux Power Builder, du COBOL, en tout cas beaucoup de choses où tu dis, ouais, là, votre IDE ne supporte pas pantoute Git, il connaît même pas ça. Donc, aussi connaît Git, il le connaît de façon très rudimentaire. Puis là, je suis obligé aussi de former les développeurs à dire, ben, vous devriez utiliser peut-être Visual Studio Code pour quand vous faites ce développement-là. Donc, beaucoup de barrières à l'entrée, ou en tout cas, Guy, t'as raison, des fois, le coût semble pas énorme, mais quand on commence à regarder pour le faire correctement, ça peut demander quand même pas mal de formation. Ouais, régulièrement, je donne quelques pistes pour Git. Ouais, c'est pas encore bien maîtrisé, alors que c'est, en fait, les choses de base sont pas très compliquées une fois qu'on a compris et qu'on a un papier. Je trouve que Git, si on a un papier et un crayon, on s'en sort très bien. On a des bons outils pour visualiser ce qui se passe. Il faut juste passer un peu de temps pour essayer de comprendre et c'est pas si compliqué. C'est les noms des commandes qui sont un peu tordus, mais je trouve qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et que si on sait pas vraiment la commande, mais qu'on a pris un papier et un crayon, qu'on a vu ce qu'on voulait faire, on s'en sort et on trouve des solutions assez facilement. Mais oui, c'est pas encore. On considère que c'est acquis, mais ça l'est pas vraiment. Mais je pense on a eu la promesse que quand on regardait les applis open source, parce que les pull requests ça vient de l'open source finalement. On a vu que on pouvait gérer des grosses applis open source avec des pull requests, donc on s'est dit que tout le monde était capable de le faire chez soi, et ça demande quand même une certaine seniorité pour pouvoir gérer ce genre de choses. Et et j'ai vu que dans certaines équipes ça générait pas mal de conflits les pull requests, parce que pour ça il fallait que les gens refassent des revues sont pas faites, les gens sont stressés. Pourquoi ma pull request c'est pas passé? Des fois les gens rejettent les pull requests sans donner de commentaires, ça donne du stress à l'équipe. Voilà, c'est ou s'il n'y a pas de pull request, c'est parce que une des premières choses que moi je faisais, c'était de dire plus le droit de pousser du code sur la branche master, sur la branche main. Faut plus utiliser le mot master maintenant, c'est ouais, c'est main maintenant. Mais donc, tu sais, tu bloques ça, mais là, faut que tu le fasses de façon correcte parce que là, tu sais que tu vas avoir beaucoup de développeurs qui vont être déstabilisés parce que... Et ça met du stress.
Ouais, et face au stress, souvent, ce que les gens font, c'est ça leur dit j'ai des conflits, puis là, ils font comme OK, accept, puis ils se rendent même pas compte, c'est qu'ils sont en train d'enlever des changements que leur confrère a fait. Et là, tout d'un coup, dans la branche, il y a quelqu'un qui dit ben attends, j'ai quelque chose que j'avais poussé il y a 3 jours, mais c'est plus là. Puis là, on regarde dans l'historique, puis on dit ben oui, parce que ton confrère, il a tout effacé ce que tu avais poussé, parce que lui, il a décidé que c'est son code à lui qui prenait préséance dans ce fichier-là. Et parce que les gens, des fois, maîtrisent pas. En fait, je dirais que c'était moins compliqué. À l'époque, là, bon, là, je remonte à l'époque de Visual Source Safe, là, puis des premiers TFS, là. Enfin, les versions, les sources contrôle centralisées, tu veux ce que tu veux dire. Ouais. Alors, on faisait un check-out de notre fichier, on faisait notre modification, puis ensuite on faisait un check-in. Ça finissait là, donc c'était moins complexe. Le processus où la cérémonie autour du source control, du gestionnaire de source, était moins complexe. Et ce que je m'aperçois, c'est souvent les gens qui codent depuis un certain temps ont gardé un peu la mentalité un petit peu plus simple, tandis que maintenant c'est un écosystème qui est plus complexe, là. Oui, et puis il y en a qui ont tendance à garder des branches un peu longues. Le problème de Git, il va être lié aussi à l'organisation du travail, parce que plus les branches sont longues, plus c'est difficile. Et je pense que si on fait l'analogie je ferai l'analogie avec le modèle Spotify. Quand Spotify avait sorti un article sur son modèle de travail, tout le monde s'est dit c'est la bonne façon, on va faire pareil. Et je pense qu'avec les PR, les gens ont dit on va faire comme les open source, on va faire des PR, et c'est pareil. Mais en fait, toutes les équipes sont pas prêtes à faire des PR. Enfin, ça demande, je trouve, une certaine maturité de tout le monde pour pouvoir le faire. Et je préfère une équipe qui a des tests unitaires et qui a pas de PR qu'une équipe qui a des PR où il y a pas de tests, par exemple, qui se concentre sur l'automatisation. Ben moi, je vois beaucoup d'équipes où il n'y a pas de tests puis il n'y a pas de PR. Donc c'est. Alors là, ouais. mais ils ont du code, hein. Ils ont du code plein de bugs. Il y a du code. Puis c'est malheureux parce que puis souvent dans ce type d'organisation-là, ben on a même éduqué les clients à ce qu'ils trouvent ça normal que pendant 2 semaines, 3 semaines, on essaie de stabiliser ce qu'on vient de leur pousser. Si on leur a promis un burger et on leur livre un sandwich. Mais ça, je pense, c'est quelque chose que le cloud nous a permis de faire, c'est de réduire ce genre de choses, parce qu'à l'époque, si on avait 3 environnements, on était vraiment les rois du pétrole. Mm-hmm. Là, maintenant, avec le cloud, on peut créer des environnements à la volée. Ouais. Alors, tous les projets n'ont pas cette maturité, mais ça permet de tester très rapidement. Le fait de pouvoir détruire de l'infrastructure en quelques minutes et déployer dessus, je trouve ça génial. Mm-hmm. Ouais. Tout à fait. Michel, dans quelle façon que le poste de travail du développeur a évolué ou changé, d'après toi? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que Linux est incontournable. Pour le développeur, s'il travaille un peu dans le cloud. J'ai du mal encore à me passer de Windows pour le développement, parce que quand on fait du .NET, je trouve que quand même Visual Studio fait le boulot, même si j'ai tendance à utiliser de plus en plus Rider. Mais ça fonctionne très bien, Rider. J'ai fait un projet entièrement dedans. J'ai un ami qui m'a conseillé et je me suis lancé. C'est vrai que tu vas avec Rider parce que t'aimes plus les fonctionnalités de refactoring ou Voilà, c'est ça. Et je trouve que oui. Et j'ai pas encore réussi à mettre C# dans VS Code, mais par contre j'utilise VS Code en fait pour tout le reste. Ok. Et ça c'est une grosse évolution du poste du développeur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées de Visual Studio, du gros Visual Studio à VS Code. Mm-hmm. Et même sans regarder VS Code, l'outil, la technologie qui est en dessous, j'ai déjà fait temporairement des modifs sur des projets via GitHub Codespace, qui est le GitHub dans le cloud, enfin le VS Code dans le cloud. C'est ce que je voulais dire. Il a besoin d'un navigateur, et ça, je trouve ça encore plus impressionnant. Mais c'est ça, le futur est probablement vers Codespace. Tu as la chance de l'utiliser, Michel? Ouais, j'ai testé la bêta, comme je suis MVP, il donnait accès.
Donc, ben, on va te relancer parce que j'aimerais ça plus tard cet hiver qu'on fasse une émission sur CodeSpace parce que ça, c'est le futur du développement, à mon avis. Ben, c'est ce que je disais. Tu mets un conteneur pour l'environnement de développement. Tu peux utiliser en local avec Docker et WSL. Mhm. Dans VS Code, tu vas te loguer comme si tu étais sur ton poste. Je sais pas si tu as déjà essayé ça, Mario. Moi, j'ai conteneur pas local, essayé. hein. Ben, je l'ai fait avec mon partenaire qui lui se promenait avec dans son. Puis moi, je le voyais faire parce qu'on était on était en Teams. Je voyais son écran. Mais c'est pas moi qui le faisais parce que je savais pas. Mais il me montrait, il dit, regarde Mario, je fais ça. Puis j'étais comme, oh wow. Donc, mais donc je suis ce que tu me dis, mais je serais pas capable de le faire encore parce que j'ai juste vu quelqu'un le faire. En fait, moi, je m'y suis mis au printemps. J'étais avec un collègue. On travaille sur l'automatisation de déploiement dans Azure de compliance. Mm-hmm. Et donc, on a des scripts qui permettent d'automatiser des choses, que ce soit des policies, du PowerShell, du Terraform, pour construire des structures logicielles. C'est un peu notre base de la Digital Factory de là où je suis. Et il avait un bug sur son poste que moi, j'avais pas. Et on s'est rendu compte que lui, il était sous Mac. Il avait une version de PowerShell Core qui était pas la même que la mienne. Il avait une version d'AZP aussi qui était différente. On s'est dit, c'est pas possible, on n'arrive pas à reproduire. Donc j'ai créé un conteneur Docker qui contient l'ensemble des outils qu'on a besoin avec les versions qu'on voulait. Et ensuite, on a pu avoir exactement tous les deux le même environnement de développement. Et est-ce que quand tu as fait ça, son bug, est-ce qu'il a disparu ou il est encore là? J'ai pu le reproduire. J'ai pu le reproduire et on a vu que c'était une mauvaise version, je sais plus de quoi, de Pester qui était pas bonne, et on a changé. Mais voilà, et puis quand on a reproduit sur notre poste qu'on a trouvé, on a mis à jour en même temps l'image, on peut mettre l'image de déploiement ou l'image de test, donc voilà, on fait une pierre deux coups. Ouais. Donc, et puis quand on est dans VS Code en local, on voit pas la différence qu'on soit dans WSL sur ton poste ou dans l'image Docker, c'est ça qui est impressionnant. Et avec GitHub Codespace, la promesse c'est que tu prends la même image, bah tu développes dans ton navigateur. Alors il y a pas que Codespace, hein, il y a Gitpod aussi qui fait ça, c'est qui utilise la même technologie, qui fonctionne à peu près de la même façon. Mais je trouve ce qui est pas mal avec le développeur conteneur dans VS Code, c'est que non seulement tu as l'image Docker, tu as le script Docker qui permet d'avoir l'image, mais en même temps tu peux dire à VS Code de charger des extensions que tu as besoin. Ouais. Donc nous on avait du Terraform dedans, du PowerShell, on avait un peu de Bicep, donc on a mis toutes les extensions qu'on avait besoin. Et en fait, quand on démarre l'environnement, non seulement on a les bons outils, mais en plus on a les bonnes extensions VS Code qu'on a besoin pour travailler. Et on a vraiment tout l'environnement de développement du développeur qui est contenu dans cette description. Puis là, si je te souviens, la magie, c'est que ton Docker que tu utilisais pour ça, c'est le même Docker que tu vas juste déployer. Mettons, si tu utilises Azure Application Service, le PaaS, tu vas juste déployer ce Docker-là dans ton pipeline et that's it, là, c'est aussi. Exactement. Alors nous, on a une registrie d'images. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image Docker que j'avais créée dans le projet. J'ai une CI/CD qui me la pousse dans ma registrie et je vais la référencer dans mon VS Code à la place du script Dockerfile, quoi. Et après, j'utilise la même image dans mon YAML de déploiement. Ouais, puis là, ton YAML de déploiement, il devient hyper simple, hein, parce que tout ce que tu fais, c'est de dire, hey, déploie-moi un Docker qui vient de ton registry. J'ai juste lui dire, pour cette tâche, utilise telle image, et puis dedans, après, je lance mes scripts. Tout à fait. Mais voilà, je trouve que c'est un gage de traçabilité, je sais pas si vous vous souvenez les docs de mise en place de postes de travail, c'était infernal. Un nouvel employé débutait le lundi, là, puis là, il fallait installer X nombre d'outils, puis ça, c'était long, complexe. Là, avec une image, pouf, on est up and running en quelques secondes. Mais là, maintenant, j'ai un repo avec juste un Dockerfile, un fichier JSON qui contient les versions de mes outils. Les valeurs du JSON, elles sont injectées dans le Dockerfile au moment du build de l'image. Et j'ai un YAML qui est creux qui contient juste le nom de l'image à générer, puisque dedans j'ai des templates. Et voilà, j'ai 3 fichiers et je peux générer et mon image elle est poussée et après j'ai plus qu'à la réutiliser dans mon VS Code. Et j'ai mon environnement de travail avec la bonne version et j'ai pas besoin d'écrire au mur les versions des outils que je dois appeler.
parce que Terraform avec les states, avec les versions différentes, c'était l'enfer. Vous avez dû avoir ça sûrement sur des projets. Quelqu'un arrive dans l'équipe, il y a une version de Terraform qui est supérieure à celle qu'on a. Ben les states, ils sont tous morts, il faut tous mettre à jour. J'ai pas fait beaucoup de Terraform. On a fait une émission sur Bicep il y a quelques mois, donc c'est une expérience que. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu es en train de nous expliquer, Michel, c'est que on a passé, peut-être pas toi, mais moi, entre autres, passé une partie de l'émission à dire « Ah, c'est compliqué, puis les gens ont de la misère à maîtriser. » Mais la réalité, c'est que un jour, quand tu comprends ce que c'est Docker, quand tu comprends les conteneurs, quand tu comprends qu'est-ce que c'est le cloud, d'un coup, tu comprends ça, maintenant, avec le nouvel outillage, on prend ce qui s'en vient, là, GitHub Cloud Space, les Docker, tout ça, tu peux quand même te retrouver à avoir un environnement de développement assez simple. C'est-à-dire qu'on peut rêver un peu plus de simplicité dans le futur. Je pense qu'on peut avoir de la simplicité. Le plus important, comme je pensais tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas le choix. Mm-hmm. On avait un poste de travail sur une version de Windows avec une version de Visual Studio qu'on nous imposait. Et maintenant, on a des choix. Et je pense que notre rôle de développeur, quand on est dans une équipe de développement, c'est de faire les bons choix des technos, les bons choix de l'environnement, les bons choix des outils. Et si on fait les bons choix, ça va être simple. Et puis souvent, certains des choix sont dictés par le besoin d'affaires. Donc, dans certains cas, c'est d'expliquer à nos clients, ben ce besoin d'affaires-là, il me crée beaucoup de complexité, il va coûter cher parce que c'est un peu comme quand quelqu'un demande, je sais pas, moi, il dit, je voudrais avoir un pont, mais la rivière à traverser ou le fleuve à traverser, il y a pas 100 mètres, mais il y a 3 kilomètres. Ben là, ça va être un peu plus dispendieux de faire ton pont. Puis c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que de bien comprendre le besoin d'affaires, après ça, de prendre des bons outils en fonction, puis d'aligner pour vraiment faire en sorte que adopter des conteneurs, là, c'est comme il n'y a pas de raison de dire je vais pas là. Ben, c'est un must là. Ouais. En 2021. C'est comme je disais tout à l'heure, je pense que quand on comprend à quoi ça sert et quand on en a besoin, les conteneurs, l'utilisation du conteneur devient évidente. Il faut pas se forcer à utiliser un conteneur parce qu'on nous a dit d'utiliser un conteneur si on pense que c'est pas utile. Ben, il y a pas en tout cas, c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de me convaincre de dire « Ah, moi, j'utiliserai pas un gestionnaire de code source, pas besoin de ça. » Je regarderais un peu bizarrement en disant « Wow, t'es assez présomptueux, t'as une autre opinion de toi-même parce que c'est tellement facile de se... » Oui, c'est pas grave, j'ai créé des backups avec des dossiers, avec des versions. Ben oui. J'ai 25 versions sur mon... Puis là, ben, Monique, tu cherches dans ses répertoires, puis il sait plus lequel répertoire est le bon. Ah, non. Donc, le fin mot de l'histoire, Michel, si je te suis bien, c'est faut aller vers les nouvelles approches, comme les conteneurs, tout ça, et pas avoir peur de continuer à innover, puis de continuer à apprendre. Oui, il faut s'intéresser à ça parce que ça va arriver. Parce que les besoins métiers et puis les technologies vont évoluer pour que ce soit de plus en plus simple à utiliser. Donc il faut pas rester à côté de la route et puis laisser la technologie nous submerger. Peut-être qu'on voit pas l'utilité dans nos métiers maintenant, mais peut-être que dans 2 ans elle sera. Je t'avoue, j'ai aucune idée de la tête de nos métiers dans les 2 prochaines années, voire les 5. Mm-hmm. S'il y a 10 ans, on nous avait demandé à quoi ressemblerait notre métier maintenant, je pense qu'on aurait été incapable de citer une des choses qu'on a parlé là. Donc c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert et regarder ce qu'on dans nos compétences, ce qu'on est pour imaginer notre travail dans l'année qui suit, et c'est déjà pas mal. Mm-hmm. C'est ça, il faut accueillir le changement. Donc avoir une approche agile, pas juste dans notre façon de développer, mais aussi dans notre adoption des technologies. Oui, et remettre en cause nos façons de travailler pour voir si on peut pas travailler autrement et mieux. Mm-hmm. C'est quand même intéressant parce que c'est pas parce qu'on a des cheveux gris qu'on s'est pas remis en cause, hein. Ça fait 20 ans qu'à toutes les années, on adopte des nouvelles façons de faire, on change nos façons de faire, puis heureusement, sinon on serait plus dans le métier. Donc nous, on va publier cette émission au début octobre et mais peut-être même à la fin septembre parce que on fait un petit peu spécial. On va publier 2 émissions dans le mois d'octobre. Donc on va publier, on enregistre au début septembre, donc on va se faire on va publier ça vers la fin du mois. Donc, on va souhaiter, nous, bonne programmation à nos auditeurs, puis de continuer à être toujours alerte. Curieux.
Ouais, l'important, c'est d'être curieux. C'est important, c'est de savoir ce qu'on ne connaît pas pour essayer de le découvrir. Ouais, c'est très sage comme parole. Et de bugger son employeur pour pour se faire former. Oui, Euh, la formation, bonne c'est la base de tout. bonne programmation. Merci, au revoir. Merci.